un peu plus de 10 heures. Je vois qu'on est déjà presque 70 participants, donc je suggère qu'on débute ce webinaire, donc qui va nous réunir jusque midi à peu près. Donc, je commence par me présenter. Donc, je suis Pierre Nouaille du CEREMA et je vais donc co-animer ce webinaire avec une équipe de collègues composée à la fois de personnes du CEREMA, mais aussi de SNCF Réseau. Alors, je vais vous demander à toutes et à tous, si vous voulez bien, de couper vos micros pour le confort de tout le monde. Voilà. Donc, tout d'abord, merci à vous pour votre présence et pour l'intérêt que vous manifestez à cet événement qu'on organise, puisque voilà, il y a déjà une 75 personnes connectées, avec par ailleurs s'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander à toutes et à toutes de couper vos micros? Merci. Donc une belle participation avec aussi une belle diversité de structures, d'organismes, de collectivités, d'institutions, etc., qui sont représentées ce matin. Vous voyez à l'écran le nom des différentes structures qui sont représentées et qui participent à ce webinaire. Je remercie également tout de suite, bien sûr, les intervenants qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation à témoigner et puis que je vais représenter dans quelques instants. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quand même quelques mots d'introduction pour resituer ce webinaire, cet événement finalement dans son contexte, puisque eh bien, ce webinaire, c'est le premier d'une série d'événements qui se tiendront courant 2022. Alors, ce webinaire, il est effectivement donc co-organisé par le CEREMA et par SNCF Réseau. Et donc, il constitue, comme j'indiquais, hein, finalement la première manifestation concrète d'une série d'événements que SNCF Réseau et le CEREMA souhaitent organiser cette année, dans le cadre d'une démarche de réflexion prospective, exploratoire, destinée finalement à réfléchir au Grand Ouest de demain, voire même peut-être au Grand Ouest d'après-demain, avec en toile de fond, si vous voulez, le grand projet LNOBPL. Alors, LNOBPL, ça parle sans doute à beaucoup de monde. Peut-être pour celles et ceux à qui cet acronyme ne dit pas grand-chose, LNOBPL, ça veut dire Liaison Nouvelle Ouest Bretagne Pays de la Loire. Peut-être, Cédric, tu peux en dire juste 2 mots pour resituer ce que c'est que ce projet? Oui, bonjour à tous. Merci Pierre. Donc, Cédric Levrel, je suis chef de mission de LNOBPL. Nous nous sommes rencontrés avec la plupart d'entre vous dans le cadre du dialogue territorial qui s'est déroulé ces derniers mois. Donc, LNOBPL, c'est un grand projet dont vous voyez la carte apparaître, qui travaille sur l'amélioration de la performance sur les axes Nantes-Rennes, Bretagne Sud et Rennes-Brest. Pourquoi? Parce que on va en discuter aujourd'hui. On se projette à l'horizon 2035 et au-delà. Et puis, dans nos études, on voit que la population va être augmentée. Donc, c'est le sujet du jour. Et on devra aussi augmenter nos performances ferroviaires, hein, pour que les habitants de ces 2 régions puissent bien sûr aller dans les villes et peut-être prendre le train. Je remercie, hein, Pierre et puis les interlocuteurs qui vont présenter aujourd'hui parce que c'est une prospective, hein, le temps ferroviaire est long et il faut aussi se projeter à long terme et la prospective, c'est une question. Donc, c'est pour ça qu'on a un collectif, hein, qui se projette à long terme pour se dire voilà, quel sera le monde de demain. Voilà, exactement, hein. Donc, effectivement, c'est vraiment le sens de cette démarche prospective qui est lancée autour de LNOBPL, hein, qui est effectivement de mettre en débat différents sujets, différentes idées dans une logique vraiment de débat d'idées, un peu de remue-ménage.
effectivement pour bien nous projeter, nous interroger un peu collectivement sur les évolutions possibles qui pourraient survenir dans le Grand Ouest et comment ces évolutions pourraient impacter notamment les mobilités ferroviaires et comment tout ça peut être pris en considération dans le grand projet LNOBPL. Alors, je tiens aussi à préciser que, effectivement, cette démarche de réflexion prospective, elle s'inscrit en complémentarité d'autres dispositifs ou d'autres dispositifs d'études, de concertation qui sont menés par ailleurs. Cédric parlait notamment du dialogue qui vient de s'achever, donc qui a pu aussi, bien sûr, permettre des expressions sur le devenir du Grand Ouest à moyen ou long terme. Donc, ce dispositif de prospective qu'on enclenche là vient compléter tout ça par ailleurs. Donc le sujet d'aujourd'hui, effectivement, comme l'indiquait Cédric, c'est la démographie. Il fallait effectivement un sujet pour débuter. Effectivement, on s'est dit que la question des perspectives démographiques pouvait être un sujet intéressant puisque c'est assez structurant finalement pour réfléchir aux besoins de mobilité de demain. D'autant que effectivement le Grand Ouest a connu depuis déjà plusieurs décennies une croissance extrêmement forte de sa population, avec des perspectives de croissance qui sont aussi sans doute appelées à se prolonger. Et donc, ça amène à se poser un certain nombre de questions d'un point de vue assez quantitatif. Quelle est vraiment l'ampleur de cette croissance démographique à laquelle nous devons nous attendre dans les prochaines décennies? Qui seront ces nouveaux habitants? Comment on pourra les qualifier? Où est-ce qu'ils s'installeront dans les deux régions, Bretagne et Pays de la Loire? Et puis, comment on peut anticiper l'accueil de cette population nouvelle en termes de logement, en termes de services, de mobilité, en termes d'équipement? Et bien sûr, comment accueillir cette population tout en bien sûr limitant nos impacts sur l'environnement, sur le foncier, sur la biodiversité, etc. Alors, beaucoup de questions. On va essayer d'apporter quelques réponses ce matin à travers donc effectivement 3 interventions. Donc une première intervention de Madame Cloarec, qui est directrice adjointe de l'INSEE Pays de la Loire et qui nous exposera finalement les résultats des dernières projections sur lesquelles l'INSEE a travaillé et puis nous indiquera bien les dynamiques qui, d'après ces modélisations, sont censées perdurer, celles qui sont éventuellement susceptibles de s'infléchir. On aura une deuxième intervention de Monsieur Le Maire, qui est donc responsable du pôle planification habitat société au sein de l'ADEPA, qui est l'agence d'urbanisme de Brest, et qui, lui, nous présentera la manière dont ces évolutions démographiques macro-régionales, si je puis dire, eh bien, se déclineront dans l'ouest breton, avec éventuellement leurs spécificités et puis les enjeux que ça soulève en matière d'aménagement. Et puis enfin une dernière intervention de Monsieur Boisdin, qui est responsable de la prospective au département de Loire-Atlantique et qui lui aussi nous présentera finalement les enjeux soulevés par les perspectives d'accueil d'une population très importante. Donc chaque intervention durera 20, 25, 30 minutes. À l'issue de chaque intervention, on proposera des temps d'échange d'une dizaine de minutes, temps d'échange au cours desquels donc vous pourrez poser vos questions, éventuellement demander des éclairages complémentaires. On est en format webinaire, donc pour la bonne tenue des débats, des échanges et du timing, on vous demandera de ne pas forcément être trop long dans vos questions. Et puis surtout, on vous demandera au préalable de lever la main pour demander la parole. Et puis donc d'activer votre micro quand l'animateur vous donnera la parole. En dehors de ces moments, effectivement, on vous demandera d'être vigilant à bien désactiver vos micros. Donc je serai moi aidé dans l'animation de ce webinaire par des collègues, donc Géraldine Berthaud du CEREMA et puis nos collègues de SNCF Réseau, qui pourront bien sûr intervenir en cas de besoin. Donc le webinaire est enregistré et donc on essaiera de le mettre en ligne dans les jours à venir. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc sans plus attendre, eh bien, je donne la parole à Madame
Cloarec, directrice adjointe de l'INSEE. Je partage l'écran pour présenter votre support. Madame Cloarec, là, vous avez la parole. Je ne sais pas si vous avez activé votre micro, je ne vous entends pas pour ma part. C'est bon, vous pouvez réactiver votre C'est micro. bon, merci. C'est une technique que je ne connaissais pas, de rendre les intervenants muets. Ça peut être plus rapide, du coup, effectivement. Donc, je vous remercie, Monsieur Noailles, de me passer la parole. Donc, en fait, la demande, c'était de présenter les projections démographiques en Bretagne et dans les Pays de la Loire pour les prochaines années. C'est du coup un peu tôt maintenant pour présenter des nouvelles projections, puisqu'on est en train de travailler sur les modèles de projection. Donc, je vais plutôt vous présenter les tendances démographiques passées et vous présenter des éléments sur les projections nationales et du coup l'impact que ça va avoir sur les évolutions démographiques en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Ça va nous permettre de prendre un peu la température finalement en avance de phase par rapport aux projections qui devraient être plutôt disponibles à la fin de l'été. Donc, je sais que voilà, ça crée un certain nombre d'attentes, mais bon, il faut le temps de finaliser les modèles. Donc, vous pouvez… du coup, voilà, donc je commence du coup par la partie plutôt sur les tendances passées, hein, ce qui va nous permettre déjà de voir un certain nombre d'éléments. Donc, si je regarde donc, sur les graphiques, la partie foncée, c'est la Bretagne et la partie plus claire, ce sont les Pays de la Loire. Donc, on voit en Bretagne, en 2019, le nombre d'habitants, c'est 3,3 millions. En Pays de la Loire, c'est 3,8 millions d'habitants, donc en 2019. Les tendances, en fait, dans le passé, ont pas mal changé. Donc, on voit effectivement une accélération de la population depuis le début des années 2000, donc qui a clairement montré une évolution qui était plutôt de l'ordre de 1%, 1% de croissance depuis 1999 et 2013. Et sur la période plus récente, on assiste plutôt à un ralentissement finalement de la croissance démographique, donc en Bretagne comme dans les Pays de la Loire. Donc, on va voir un peu plus tard, mais ce ralentissement, il est notamment lié à une baisse du solde naturel. Donc, sur les graphiques à droite, vous voyez du coup la répartition entre solde naturel et solde migratoire. Donc, le solde naturel, c'est quoi? C'est la différence entre les naissances et les décès. Donc, finalement, si on a plus de naissances dans une région et moins de décès, on a automatiquement une croissance de la population. Par contre, si les décès augmentent, on va avoir un solde naturel qui va avoir tendance à se réduire. Et sur le solde migratoire, c'est les arrivées de populations nouvelles. Donc, c'est les différences entre les arrivées et les départs. Et donc, on voit effectivement qu'on avait une croissance, notamment dans les Pays de la Loire, entre 1999 et 2013, qui était portée de manière assez équilibrée entre le solde naturel et le solde migratoire. Et on voit que le solde naturel a tendance à se réduire. Donc, le solde naturel, c'est la partie en bleu foncé. Et alors, l'effet est encore plus important en Bretagne, puisqu'on avait un solde naturel qui était quand même, qui portait beaucoup moins la croissance de la population. Et c'était principalement le solde migratoire qui portait la croissance de la population. Et là, en Bretagne, le solde naturel est nul sur la période 2013-2018 et sur la période récente, on verra qu'il est même devenu négatif. Donc, on voit qu'on a un effet, une tendance extrêmement forte qui est liée au vieillissement de la population et qui agit du coup sur l'évolution tendancielle de la population. Donc, vous pouvez passer à la suivante.
Donc là, c'est du coup en Bretagne et dans les Pays de la Loire, ce que je vous expliquais sur le solde naturel. Donc, c'est l'écart entre la courbe des naissances et puis la courbe des décès. Donc, la courbe qui monte, alors du côté, je suis désolée, les graphiques ne sont pas tout à fait comparables, mais du côté Bretagne, c'est la courbe en bleu qui est l'augmentation des décès. Donc, et du côté Pays de la Loire, c'est la courbe en rouge. Donc, cette augmentation des décès, elle est clairement liée au vieillissement de la population. Donc, même si on a eu une augmentation de l'espérance de vie, on a toutes les populations du baby-boom qui arrivent à des âges très élevés. Et donc, de manière évidente, l'augmentation du nombre de décès, c'est une tendance extrêmement longue, avec une évolution qui est assez forte. On voit de l'autre côté, donc c'est la courbe en jaune pour la Bretagne, puis la courbe en bleu pour les Pays de la Loire, une baisse tendancielle des naissances. Donc là, c'est aussi un peu lié au vieillissement, c'est-à-dire qu'en fait, on a une baisse de la fécondité, voilà, qui est une tendance des pays développés, et puis une baisse du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, donc là, qui est plutôt lié au vieillissement de la population. Et donc, l'effet concomitant des deux fait qu'on a une baisse assez forte des naissances. Donc, cette baisse des naissances, on l'a notamment depuis le début des années 2010, donc 2012-2013. Vous voyez qu'il y a une vraie pente à la décroissance, en fait, pour les naissances. Donc, du côté de la Bretagne, ce solde est carrément devenu négatif. Donc, ça veut dire qu'on a finalement une diminution de la population qui est liée à l'excédent des décès sur les naissances. Donc, on est à peu près dans les années 2000 à un solde naturel qui est de l'ordre de moins 5000 personnes. Donc, c'est voilà, assez notable. Du côté des Pays de la Loire, on est encore à un solde naturel positif, donc vous voyez à 3300 personnes, mais qui s'est quand même largement réduit. Et donc, voilà, la question est plutôt de savoir à quel moment ça va avoir tendance à se croiser finalement comme en Bretagne. Mais bon, on est plutôt aussi dans cette attente. On a un léger pic, parce que vous voyez, en tout cas, que l'on voit du côté Pays de la Loire en 2021, qui est lié à l'effet Covid. Donc, l'effet Covid, on a beaucoup parlé d'effet sur les décès, mais il y a eu aussi un effet sur les naissances, avec une augmentation des naissances en 2021. Donc, il y avait eu un report, donc moins de naissances en 2020, et puis une augmentation en début d'année, mais qui était juste un report. Et finalement, on a eu un supplément de naissances en 2021 dans les Pays de la Loire. Donc, voilà, il faut voir, enfin voilà, dans l'Ouest, si c'est une tendance qui se maintient d'avoir ce supplément de naissance. Donc, ce supplément de naissance au niveau France, en fait, il n'est pas visible. Il y a eu juste des reports. Mais dans l'Ouest, on voit qu'il y a eu une reprise des naissances un peu plus forte que ce qui pourrait être attendu. On ne peut pas préjuger sur une année. Donc, voilà, ça fait partie en tout cas des éléments peut-être à prendre en compte en termes de prospective. Donc, vous pouvez aller du coup à la suivante, voilà. Donc, si on regarde au niveau territorial, finalement, comment ça évolue ce dynamisme démographique. Donc, à gauche, vous avez la carte 2008-2013 et puis à droite, la carte 2013-2019. Et on voit qu'on avait une croissance très forte en fait de la population sur quasiment l'ensemble des Pays de la Loire et puis sur toute la partie est de la Bretagne, donc voilà, Ille-et-Vilaine, Morbihan et puis la pointe nord du Finistère. Donc, on a voilà, une évolution qui était quand même très forte. Les deux cartes sont comparables, donc les jeux de couleurs sont les mêmes. Et sur la période 2013-2019, on voit un ralentissement vraiment généralisé des évolutions de population, avec une reconcentration autour des agglomérations, donc clairement Nantes et Rennes, on voit qu'on garde des poches de croissance très positives, et puis un effet littoral, donc le littoral de la Loire-Atlantique, celui de la Vendée, et puis celui du Morbihan. Donc, on a un effet croissance très forte, voire accélération dans les agglomérations,
Reconcentration un peu, il y a une petite poche autour d'Angers, il y a autour de Quimper, voilà, des zones qui sont encore en croissance. Mais sinon, on a une tendance vraiment au ralentissement de la population, voire à la baisse de population. Donc, les parties en bleu, là, c'est quand la population baisse sur la période, voilà, sur l'ensemble de la période. Donc, ça concerne tout l'est des Pays de la Loire et le centre-Bretagne, où on voit que on a finalement des zones qui sont de plus en plus, qui connaissent de plus en plus des baisses de population. Donc, si on détaille ce que je vous disais au début là, sur les questions de décomposition entre solde naturel et solde migratoire, donc la carte du milieu, c'est donc la carte de gauche, c'est celle avec les taux de variation. La carte du milieu, celle avec le solde naturel, et la carte de droite, c'est celle avec le solde migratoire. Donc, on voit qu'on avait, on a une période là où on a des migrations qui sont encore assez fortes sur l'ensemble de la Bretagne et puis sur toute la partie ouest des Pays de la Loire. Par contre, il y a des territoires où ce solde migratoire est insuffisant pour compenser la baisse liée au solde naturel. Donc, notamment, vous voyez que dans toutes les questions dans le centre-Bretagne, c'est finalement un solde naturel qui est négatif, qui du coup n'est pas compensé par des arrivées de population. Alors que bon, il y a des territoires, notamment en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et au nord de la Vendée, et puis des territoires autour de Rennes, dans l'île-et-Vilaine, où là, on a encore des soldes naturels qui sont positifs, et donc ça veut dire que ça pousse aussi à une augmentation de la population. Donc voilà, cette tendance finalement au ralentissement du solde naturel, voire à la baisse du solde naturel, elle ne concerne pas l'ensemble du territoire et elle est vraiment concentrée dans certaines zones. Et on voit quand même que sur la partie solde migratoire, il y a des zones qui restent… qui continuent à attirer beaucoup de population, et des territoires dans lesquels ça s'est largement ralenti, notamment à l'est des Pays de la Loire. On voit qu'on a une tendance à la baisse des départs de population plus importantes que dans les… des départs de population plus importantes que les arrivées. Donc, notamment, il y a derrière ces sujets aussi des effets économiques. Donc, il y a des effets de la crise de 2008 avec clairement des impacts qui sont liés à des fermetures d'établissements dans certains territoires, qui expliquent aussi ces questions sur la population active et sur la population. Donc, ça, c'était le point passé. Donc maintenant, si on essaye de se dire, finalement, on regarde ce que ça va donner pour l'avenir. Donc, ce que je vous disais, on n'a pas de projection de population sur la Bretagne et les Pays de la Loire, mais on a déjà des éléments sur la France. Parce que du coup, on commence par faire les estimations de population, les projections de population au niveau français. Et puis, ensuite, on projette par territoire. Donc là, on s'aperçoit que la courbe en rouge, c'était les anciennes projections de population, donc celles qu'on avait faites à partir du recensement 2013. Les changements, vous voyez, démographiques, les changements de tendance récentes avec des ralentissements qui n'étaient pas prévus, du coup, nous conduisent plutôt à avoir des projections sur la base du recensement 2021 beaucoup plus basses. Donc, voilà, on était à une projection autour de 76 millions d'habitants dans les anciennes projections à l'horizon 2070. Et là, on est plutôt autour de 68 millions. Donc, automatiquement, voilà, on voit qu'on va plutôt vers… alors, c'est plus qu'une stabilisation, mais c'est plutôt une baisse de la population à l'horizon 2070. Donc, clairement, en 2035, c'est lié à un solde naturel qui devient négatif. Cet effet, l'effet que l'on voit du solde naturel en Bretagne et en Pays de la Loire, on l'a aussi au niveau français. Et donc, entre 2035 et 2044, c'est le solde migratoire qui compense en fait cet effet de solde naturel négatif. Et à partir de 2044, ça ne le compense plus, ce qui explique qu'on a plutôt un ralentissement de la population.
Donc, le graphique de droite, c'est 2013-2070, donc ça montre les deux types de projections. Et dans le graphique de gauche, pardon, et dans le graphique de droite, le petit graphique, là, c'est une prise de recul depuis 62, parce que c'est toujours un peu le principe de prendre pas mal de recul dans les démarches prospectives pour voir vers où on va. Et là, ça veut dire qu'on est vraiment sur un changement de tendance. Donc, depuis 62, on était quand même sur une croissance assez forte de la population. Et dans les anciennes projections, on était plutôt sur un ralentissement en fin de période. Et là, clairement, on est sur une diminution en fin de période, donc à partir de 2045. Et donc, ça, voilà, c'est une tendance assez forte. Donc, vous pouvez passer au suivant. Donc, ça nous a conduit finalement, ces changements de tendance sur la période récente, à changer les hypothèses. Donc, sur la colonne de gauche, vous voyez les anciennes hypothèses des projections de population, donc 2013-2070. Et sur la colonne de droite, vous voyez les nouvelles projections qui ont été faites au niveau français. Donc, on a une baisse de l'indice conjoncturel de fécondité. Donc, la France avait un indice conjoncturel de fécondité assez élevé. Et donc, on s'aperçoit que on a quand même une tendance à la baisse. Donc, on était à 1,95 et là, maintenant, on passe à 1,80 enfants par femme. On est aussi à une augmentation de l'âge moyen à la maternité. Donc, on était sur un âge moyen à la maternité en hausse, et aujourd'hui, on fait une hypothèse d'une hausse encore plus forte que celle qu'on avait prévue précédemment. D'aujourd'hui, on doit être aux alentours de 29 ans, 29,5 années, selon les régions. Et vous voyez que l'horizon 2040, c'est plutôt un âge de la maternité qui pourrait monter jusqu'à 33 ans en 2050. On a aussi une révision de l'espérance de vie, alors qui n'est pas que liée à l'effet Covid, mais qui est aussi liée au vieillissement, avec une révision plutôt à la baisse de l'espérance de vie, même si l'espérance de vie augmente. Mais disons qu'elle va augmenter moins que nos premières hypothèses. Et puis, on est resté sur une hypothèse de stabilité du solde migratoire. C'est très compliqué d'avoir des estimations sur le solde migratoire, et donc il y a beaucoup de variations en fait sur le solde migratoire chaque année. Donc voilà, l'INSEE n'a pas estimé qu'il fallait avoir d'hypothèses changer les hypothèses à ce sujet. Donc du coup, ça change pas mal finalement les projections de population. Donc, si on regarde, alors on a fait l'exercice qui est pas on a fait l'exercice de regarder où est-ce qu'on en était aujourd'hui. Parce que du coup, je vous ai dit, on ne peut pas pour l'instant faire les projections de population sur la Bretagne et les Pays de la Loire, mais du coup, on peut déjà regarder par rapport aux projections où est le point actuel. Donc, si vous pouvez passer à la suivante. Voilà. Donc, du coup, vous avez en bleu en bleu, vous avez du coup la partie Pays de la Loire. Donc, vous avez l'évolution de la population dans les Pays de la Loire. Donc, le scénario central qu'on avait établi en 2013, c'est la courbe la plus foncée. Donc, en rouge, c'est le scénario sur la Bretagne. Donc, pareil, scénario central le plus foncé. On avait déjà commencé dans les différents travaux que l'on a réalisés à travailler sur une hypothèse plutôt de fécondité basse, parce qu'on a vu qu'on avait une baisse très forte de la fécondité. Donc là, c'est les courbes pleins, mais en bleu clair et rouge clair. Donc, on était déjà sur des tendances qu'on savait plutôt plus faibles que ce qu'on avait estimé a priori. Et donc, le pointillé en dessous, c'est le réalisé. Donc, c'est finalement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et donc, on voit qu'on est encore, par rapport à nos anciennes projections, en dessous de la courbe. Donc, on va bien dans le sens de ce qui est estimé au niveau national. Et donc, il faut s'attendre, même pour les Pays de la Loire et pour la Bretagne, à une baisse de la population à l'horizon 2070, comme en France. Donc, même si c'est des régions dynamiques et même si on a quand même des migrations de population, comme les tendances, elles sont beaucoup liées à des questions de fécondité et de solde naturel, finalement, ça, c'est des tendances extrêmement longues qui sont liées au vieillissement de la population.
Et donc, on avait finalement une caractéristique française qui était avec une fécondité encore assez élevée. Finalement, on ne voyait pas encore complètement les effets du vieillissement. Et là, on les voit vraiment de manière très importante. Et donc, en tout cas, sur ces tendances longues, les effets sur le solde naturel, il est indéniable. Et là, il ne pourra pas… Voilà, c'est vraiment une tendance et une évolution très forte. Donc, on sait qu'on va aller vers un ralentissement jusqu'en 2050 et à partir de 2050, plutôt une baisse de la population. La question, c'est de combien? J'ai vu qu'il y avait des questions dans le fil de discussion déjà. Merci beaucoup, Madame Cloarec, pour ce premier exposé qui, effectivement, permet déjà un peu de poser le cadre en resituant effectivement les évolutions passées et puis en nous projetant plutôt à l'échelle nationale sur ce qui nous attend d'ici 2070. Je vais arrêter le partage d'écran et puis effectivement, il y a des questions déjà dans le chat auxquelles on va pouvoir peut-être commencer à répondre. Alors, il y avait une première question autour des hypothèses régionalisées. Quand est-ce qu'elles seront disponibles et diffusées? Alors oui, c'est effectivement ce que je disais, hein, c'est que normalement, à la fin de l'été, on devra avoir les premiers éléments. Pour l'instant, la diffusion, elle est prévue en octobre. On n'a pas de date précise. Donc, il y a encore quelques questions sur certains territoires où voilà, il y a des ajustements à faire sur les modèles. Et donc, nous, on a assez peu d'effets qui sont liés au décès Covid, hein, mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Et donc, voilà, il y a des questions autour de ces points qui sont encore en discussion, quoi. Donc, effectivement, à la fin de l'été, on devra avoir des premiers éléments, mais bon, faut plutôt viser la rentrée pour pouvoir commencer à présenter des choses. Et là, on aura du coup la possibilité aussi de présenter différents scénarios. C'est des modèles de projection, donc ça sous-entend qu'on a des hypothèses derrière avec un scénario central qui sont les hypothèses que je vous ai présentées. Mais bien sûr, on fait d'autres scénarios, des scénarios plus volontaristes avec voilà, des migrations qui sont plus importantes, avec un taux de fécondité qui serait plus élevé. Donc, ça va dans le sens d'ailleurs du comment sont anticipées les migrations liées au réchauffement climatique. Alors, en fait, les modèles, ils ne fonctionnent pas comme ça. Il ne faut pas leur faire ce qu'ils ne font pas, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les modèles, ils poursuivent les tendances du passé. Donc, ça veut dire que s'il commence à y avoir des effets liés au changement climatique dans les migrations passées, comme on les projette, on les voit. Et donc, comme le modèle il s'adapte au fur et à mesure de ces migrations, c'est comme ça qu'on les prend en compte. Mais on n'a pas d'hypothèse volontariste qui irait dans le sens voilà, d'un déplacement très important des populations vers le nord, par exemple. Ça serait des hypothèses. On peut les modéliser, hein, parce que du coup, on peut faire au modèle ce qu'on veut, en fait. Hein, tout ça, c'est des questions d'hypothèses. Mais ça sous-entend une réflexion prospective. C'est-à-dire que ça sous-entend finalement d'avoir d'abord une démarche qui du coup n'est pas une démarche qui peut être portée par l'INSEE, hein, de réflexion autour de et si voilà, on avait une augmentation du niveau des eaux, des choses comme ça, enfin, voilà, qu'est-ce que ça pourrait changer sur les territoires. Donc ensuite, on peut modéliser ce que ça fait, mais pour l'instant, dans le scénario central, puis les quelques hypothèses, c'est vraiment basé sur solde migratoire et solde naturel des dernières années, donc des 5 dernières années. Merci. Alors, il y a des questions effectivement dans le chat. Hein. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à demander la parole pour poser directement vos questions. J'en vois une, effectivement, la dernière, là, qui est… Alors, vous y avez sans doute un petit peu répondu, mais comment, disons, les modèles peuvent éventuellement être infléchis ou en tout cas intégrer les stratégies politiques et plus généralement ce qui relève de l'aménagement du territoire, quoi. Quel est le poids de cette dimension politique dans
résultats des modélisations que vous pouvez éventuellement proposer. Alors, ce que montrent les modèles, c'est plutôt les choix politiques qui ont été faits dans le passé. C'est-à-dire que c'est plutôt le résultat finalement de décisions politiques qui ont été faites dans le passé en termes d'aménagement, de construction, etc. Donc, comme ça prolonge les choix du passé, automatiquement, ce que l'on voit, c'est si la politique était maintenue à l'identique, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence sur l'évolution de la population. Et s'il y avait un changement du coup assez important de politique, ça veut dire que ça sous-entend que les hypothèses sont modifiées. Et là, du coup, ça veut dire qu'il faut les changer dans le modèle. Donc, voilà, on a souvent ces échanges. Hein, c'est pas des, voilà, on fait pas. Moi, j'ai pas de boule de cristal, donc voilà. Du coup, la seule chose que l'on fait, c'est qu'on essaye de se dire si les décisions sont maintenues dans l'État. En termes de nombre de population, de nombre de personnes âgées, etc., qu'est-ce que ça aurait comme impact? Et en termes de localisation sur le territoire. Mais heureusement, ce n'est pas autoréalisateur. C'est qu'au contraire, c'est que c'est plutôt dans l'idée on se dit, si on ne veut pas atteindre le point qu'on anticipe lié aux décisions du passé, il faut prendre des décisions qui ne vont pas dans ce sens-là pour inverser la tendance. C'est rassurant finalement que voilà, on ne soit pas capable de dire en 2070 c'est ça. Et c'est plutôt vraiment pour se projeter sur au contraire une prise de décision et des changements à impulser pour voilà, finalement changer si on estime que la situation attendue n'est pas celle que l'on souhaite. Après, il y a des tendances de fond, c'est ce que je disais, c'est que typiquement, ce qui a beaucoup d'influence sur les évolutions de population, c'est le solde migratoire, et ça, c'est clairement lié à des décisions d'organisation du territoire, et donc sur lequel on peut voilà, changer les hypothèses. Après, il y a des tendances de fond qui sont liées au solde naturel. Voilà, c'est que là, le vieillissement de la population, il est inéluctable. De toute façon, il est mondial. Donc, je veux dire, c'est pas comme si voilà, on découvrait. Donc, ça, c'est des tendances vraiment de fond. Et du coup, ça, malheureusement, c'est des éléments sur lesquels on ne peut pas avoir tellement d'action. Alors, un petit peu, si on attire des populations nouvelles, qui sont plus jeunes, hein, voilà, ça peut avoir des impacts. Mais comme c'est quand même une tendance nationale, enfin, c'est une tendance mondiale et une tendance nationale, du coup, c'est quand même difficile de se dire que ça redeviendrait un moteur très important de la croissance démographique. Parfait. Merci. Écoutez, je vois qu'il est 10h40. Si on veut respecter le timing qu'on s'est donné, pour l'instant, on est vraiment dans les clous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je propose de donner la parole à Monsieur le maire. Monsieur le maire, je vous laisse présenter votre diaporama. Vous prenez la main. Il y avait une question de ma part. Bonjour, merci. C'est pas difficile, mais c'est intéressant de passer après Nathalie Cloarec qui a fait un exposé très expert et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous présenter une vision un petit peu différente ou sous un autre angle de la démographie, des perspectives démographiques vues de l'Ouest breton. Alors, je ne voulais pas présenter la DEPA à l'agence d'urbanisme, simplement la carte qui est là quand nous parlons, nous, d'Ouest breton, en fait, ça correspond aux membres, aux collectivités qui sont adhérentes à l'agence d'urbanisme. Donc, ça va jusqu'à Saint-Brieuc et il y a le département du Finistère, voilà, l'Ouest breton vu de la DEPA, mais on n'est pas là pour en discuter, mais ça permet de montrer les différences de dynamique entre l'Est et l'Ouest de la Bretagne. Et par contre, je n'aurai aucun propos sur le reste, notamment sur les Pays de la Loire, j'en suis désolé. Voilà. Alors, je vais repartir des mêmes projections que nous a présentées Nathalie Cloarec. Ce sont les projections 2013, en fait, de l'INSEE, hein, par l'outil OMFAL 2017, sur la base du scénario central, mais également sur la base de 4 scénarios contrastés que l'on a construits entre l'INSEE Bretagne et les agences d'urbanisme de Bretagne. Je vais centrer mon propos sur le Finistère ensuite, pour détailler un peu notamment les classes d'âge. Et puis, pour finir, les défis que ça représente pour les territoires et les politiques publiques à l'ouest de la Bretagne.
Alors, si on regarde les principaux résultats des projections démographiques pour l'Ouest breton, je passe sur ce qu'est un modèle de projection, excusez-moi. Donc, on a bien ces projections, c'est un modèle qui part de l'année 2013. Donc, avec l'INSEE et la Fédération des agences urbanistes de Bretagne, on a mené 2 travaux, en fait. D'abord, on a détaillé les résultats des projections du scénario tendanciel de l'INSEE, le scénario central, qui est appelé central. Donc, c'est les tendances observées à cette époque qui se poursuivent. Donc, ce détail permet de donner une image de ce que pourrait être la population bretonne en 2040, parce qu'on a limité à 2040 notre projection pour mieux parler aux décideurs et aux élus en termes de politique publique. Vous en parliez, Madame Cloarec, des politiques publiques qui visent à adapter et faire mentir finalement ces projections. Donc, on a travaillé à la structure par âge et à la répartition géographique par EPCI. Et puis ensuite, des travaux, on a testé des scénarios alternatifs pour simuler les impacts démographiques locaux de scénarios se basant sur des hypothèses différenciées de rayonnement universitaire, d'évolution du tissu économique ou d'attractivité résidentielle. Donc là, on a scénarisé les choses. Ça a fait l'objet de 2 publications, de copublications entre l'INSEE et les agences. Alors, les tendances de cette première étude où on a localisé les projections de l'INSEE. Alors d'abord, une vision Bretagne, et on va rejoindre vos propos, Madame Cloarec. Donc, en Bretagne, entre 2018 et 2040, la Bretagne attendait 400 000 habitants supplémentaires, mais on voit que la croissance sur le graphique va ralentir. Donc, c'est ce que vous disiez, et notamment que la croissance attendue entre 2040 et 2050 correspond au tiers de la dynamique de la croissance qu'on a connue au début des années 2000. Même si et pour une région qui est une des régions qui resterait les plus dynamiques de France. Pour la Bretagne, la 4e région la plus dynamique de France. Maintenant, si on regarde plus en détail la répartition de cette croissance, et là, on a des ensembles de populations d'au moins 50 000 habitants. L'outil de projection nécessite d'avoir des ensembles de moins de 50 000 habitants. Donc, ce sont soit les EPCI, soit des groupements d'EPCI. Alors, en Bretagne, on voit qu'entre 2018 et 2040, toutes les zones étudiées enregistreraient une croissance de la population, excepté peut-être Concarneau, qui serait stable. Mais quand même que cette croissance, on le voit par la couleur des graphiques, est beaucoup plus marquée à l'est de la région et sur le littoral morbihanais qu'à l'ouest. Si on coupe la région en 2, le taux de croissance sont très différents, plus 0,25 de croissance annuelle à l'ouest, quand on enregistrerait plus 0,70 de croissance annuelle à l'est de la région. Pour le redire, sur les un peu plus de 400 000 habitants attendus, 407 000, toujours si on sépare la région en 2 parties, en fait, l'ouest de la région n'accueillerait que 18% de cette croissance de population. D'accord ? 18%, 82% étant à l'est, autour de Rennes et dans le sud morbihanais. Donc, vous voyez une différence. Finalement, ces tendances que l'on agrège au niveau régional, au macro-régional, ouest breton, etc., quand on dit le titre du webinaire, plus 1 million d'habitants attendus, ces habitants, ils ne se répartissent pas partout de la même façon dans le futur comme dans le passé. C'était déjà le cas dans le passé. Mais vous voyez que les différences sont importantes. Maintenant, si on regarde les évolutions selon l'âge et en découpant la population en trois catégories d'âge correspondant aux grandes périodes de la vie. Les jeunes, de 0 à 19 ans, l'âge actif, de 20 à 64 ans, et les seniors, de 65 ans et plus. Alors maintenant, quand on regarde comment se répartissent ces 400 000 habitants supplémentaires attendus en Bretagne, ça correspondrait à 360 000 seniors de plus, 44 000, 45 000 d'âge actif,
0 jeune. Donc, on voit que la croissance n'est pas une croissance homothétique des classes d'âge. Elle est très différente selon les classes d'âge. Et maintenant, si on regarde comment ça se répartit par département, on constate que seule l'Ille-et-Vilaine conserverait une croissance des 3 classes d'âge dont je viens de parler. Alors, toujours bien sûr la classe d'âge senior qui croît le plus, mais voilà. Dans les autres départements, seule la classe d'âge senior serait en croissance. Les classes d'âge jeunes et actifs seraient en baisse entre 2018 et 2040. Je rappelle le propos de Mme Cloarec, c'est fondé sur les projections de population de 2013 qui s'avèrent, vues aujourd'hui, quand on les compare aux projections de population 2021, ces projections de 2013 étaient optimistes, notamment sur le plan des naissances. Si on regarde la croissance attendue 2018-2040 sur l'Ouest breton, en 4 classes d'âge, on voit qu'on perdrait 6% de jeunes, 4% d'âge actif, une faible croissance des jeunes seniors, disons, et une croissance plus importante, beaucoup plus importante, l'essentiel de la croissance, les seniors les plus âgés, 75 ans et plus. Donc, voilà comment se répartissent ces 400 000. Alors là, c'est l'Ouest breton, pardon. C'est 75 000 habitants attendus. Voilà comment se répartissent ces 75 000 habitants. Mais sur 75 000, on a quasiment 100 000 seniors de 75 ans et plus. Donc, la tendance lourde, c'est que les seniors seront bien plus nombreux. Et ce constat que l'on fait en Bretagne, en fait, on peut le reproduire, mais Mme Cloarec le disait, sur toute la France. Donc, les 65-84 ans, une croissance pour l'Ouest breton de 34%. Les 85 ans et plus, une croissance pour l'Ouest breton de 74% en 22 ans, entre 2018 et 2040. Si on regarde les classes d'âge plus jeunes, les moins de 20 ans, à l'Ouest breton, vous voyez, les couleurs des cartes sont totalement différentes. Tout l'Ouest breton, en fait, une grande partie de la Bretagne perdrait des jeunes. Une partie d'Ille-et-Vilaine autour de Rennes aurait une croissance jeune, mais c'est ce qu'on voyait dans les graphiques par département. Donc, à l'Ouest breton, c'est moins 6% de jeunes attendus sur cette période 2018-2040. Et pour les âges actifs, moins 5%, moins 32 000 personnes d'âge actif sur cette période attendue. Et vous voyez, quasiment tous les secteurs de l'Ouest breton sont concernés et seule l'Ille-et-Vilaine garde une dynamique avec un peu le sud du Morbihan. Maintenant, ça, c'était le scénario central. On projetait les tendances de 2013 et on a voulu, avec l'INSEE, travailler à des scénarios alternatifs du style « oui, mais si ». On en a parlé tout à l'heure, réchauffement climatique, etc. Donc, on a pris le parti, on a construit 4 scénarios avec des hypothèses. On a gardé les hypothèses de fécondité et de mortalité. Les scénarios sont différents sur des hypothèses de coefficient migratoire par âge en fonction des scénarios. Alors, des scénarios de renouveau industriel, de contexte climatique renforcé ou de métropolisation plus renforcée, ou au contraire de ralentissement économique pour la Bretagne. En fait, le 4e scénario, ralentissement économique, est un scénario qui est moins dynamique que le scénario central de l'INSEE. Les 3 premiers sont des scénarios plus dynamiques pour la Bretagne que le scénario central de l'INSEE. Alors, ces scénarios sont assez tranchés dans le sens où, pour chaque classe d'âge et entre chaque territoire, on a augmenté de 10% le mouvement de population que l'on voyait en 2018. Il a augmenté de 10% tous les ans jusqu'en 2040, donc pendant 22 ans, plus 10% tous les ans. S'il y avait 22 hommes de 37 ans qui passaient d'un territoire à un autre en 2013, on a fait plus 10%. Selon d'un territoire, par exemple, pas industriel à un territoire industriel, on a fait plus 10% tous les ans. Donc, ce scénario, vous voyez, est assez tranché dans les volumes que l'on a fait évoluer pour les personnes qui migraient d'un territoire à l'autre. Alors, si on regarde l'accroissement de population générale,
vous avez à gauche le scénario central, rappelé en petit, et puis les 4 scénarios. Je ne détaille pas les scénarios, ça n'a pas d'intérêt, parce que là, la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'en fait, quels que soient les scénarios, même assez tranchés, vous voyez que les cartes se ressemblent quand même énormément. C'est-à-dire que ça ne modifie pas. Évidemment, la dernière est un peu moins dynamique, et c'est normal, hein, c'est un scénario de ralentissement économique avec moins de migration pour le travail qui arrive en Bretagne. Donc, dans tous les cas, les EPCI sont en croissance, voilà, mais plus ou moins fortes selon les scénarios. Si on regarde, si on coupe la population entre les moins de 65 ans, ici représentés en orange, et les plus de 65 ans en gris, on voit selon les différents scénarios, donc il y a des projections de population totale, d'accroissement total qui sont un peu différents. On est à l'échelle Bretagne, là. Mais ce qui varie, c'est les moins de 65 ans selon les scénarios. Mais on voit que les plus de 65 ans, dans tous les scénarios, l'accroissement reste le même. Donc, et l'accroissement est toujours pour une large part dû à l'augmentation du nombre de seniors. Si on regarde les populations qui ont pu bouger en fonction des scénarios, donc globalement les actifs qui étaient plus sensibles aux scénarios, ce sont des scénarios économiques, on voit là encore que, quel que soit le scénario, les résultats restent à peu près les mêmes, avec des petites différences entre PCI, mais on garde l'Est de la Bretagne qui connaît un accroissement de sa population d'âge actif, et l'Ouest qui voit une diminution. Je vais rapidement présenter toujours ces mêmes projections, mais de façon un peu différente pour le Finistère uniquement. Donc, on est vraiment à la pointe bretonne que le département du Finistère, sur une période de temps un peu plus longue, 2020-2050. Finistère attendrait un peu plus de 70 000 habitants, ça ne fait jamais que 2400 habitants de plus par an. La dynamique de croissance, elle est modérée dans le Finistère, hein. Elle est modérée d'une part, et elle serait pour l'avenir 2 fois inférieure, c'est le graphique de droite, à celle qu'on observait sur la première décennie 2000. Première décennie 2000, une dynamique de croissance de 0,50 par an, et puis on est plutôt à 0,25. Madame Cloarec en avait parlé, on attend une croissance moins dynamique. Et maintenant, pour vous représenter comment ont évolué les gains de population depuis 1990 dans le Finistère. Donc, le Finistère est un département qui est toujours en croissance de population. Il y a un tiers des départements français qui ne le sont plus, qui perdent de la population. Le Finistère est un département en croissance. Donc là, on remonte à 1990 par décennie. La décennie 90, donc 90-2000, le Finistère a accueilli 17 000 habitants et vous voyez, a perdu des jeunes à cette époque, mais la classe d'âge qui a le plus gagné, c'est la classe d'âge active. Voilà. Dans la décennie 2000, donc la décennie qui a suivi, où là, il y a eu le plus de croissance, le Finistère a gagné 42 000 habitants, toutes les classes d'âge étaient en croissance. La décennie que nous venons de vivre, qui s'est terminée, donc en 2020, la croissance a diminué. On ne gagne plus que 20 000 habitants. Et si on regarde par classe d'âge, cette croissance de quelle population elle est composée, finalement, la seule classe d'âge qui a beaucoup gagné sur ces 20 000 habitants, enfin 44 000 d'ailleurs, c'est la classe d'âge des jeunes seniors. D'accord ? On a déjà, sur la décennie passée, perdu des jeunes et perdu des âges actifs en Finistère. Donc ça, c'est du passé. C'est de la réalité, ce sont les chiffres du recensement. Si on regarde la projection, donc on reste sur les projections de 2013, dont Mme Cloarec a dit qu'elles étaient un peu optimistes pour la jeunesse, notamment. Donc, on est dans cette décennie-là, la décennie 2020-2030, une tendance de croissance qui est maintenue, hein, plus 27 000 habitants. Mais regardez les projections par classe d'âge. La seule classe d'âge qui croît vraiment, ce sont les seniors les plus âgés. On continue à perdre des jeunes, des âges actifs, et la croissance des jeunes seniors est plus faible. La décennie qui nous attend, on va rentrer dedans dans 8 ans maintenant,
Voilà la croissance prévue pour le Finistère. Donc là, les 3 premières classes d'âge jusqu'à 75 ans ne vont pas évoluer, en fait. On est à 0 ou 1%. La seule classe d'âge qui évolue, donc la croissance des 26 700 habitants attendus, c'est 31 800 seniors de plus de 75 ans. Et pour la décennie jusqu'à 2050, 2040-2050, on voit une baisse de la croissance. On n'est plus qu'à 17 000 habitants de croissance sur cette décennie. Et on a toujours la seule classe d'âge en croissance, c'est les 75 ans et plus. On peut le résumer là-dessus. Sur 2020-2050 dans le Finistère, voilà, 71 000 habitants nouveaux, supplémentaires, mais principalement, si on sépare ces gains par classe d'âge, on voit que c'est les seniors les plus âgés qui constituent bien sûr la grande majorité de ces gains. Ça se reflète sur la composition de la population totale, et là on n'est plus sur le gain, on est sur la population totale du Finistère. On voit qu'elle est en croissance en volume, mais on voit que le volume de croissance, il est porté par les seniors de plus de 65 ans. En part, c'est assez visible, hein, la part des jeunes diminue légèrement, celle des actifs aussi, et c'est la part des seniors qui augmente. Si on regarde en 4 classes d'âge, on a la même chose, mais on s'aperçoit que dans la part des seniors, c'est surtout la part des seniors les plus âgés qui augmente. Donc, on a à gauche des graphiques le recensement et à droite les projections ONFAL 2017 qui sont sur les chiffres de 2013 et en part exactement. Donc, quels sont les défis? J'accélère, j'en ai presque fini. Des questions en matière d'emploi face à la diminution des personnes d'âge actif. Hein. Quelle capacité à maintenir des activités économiques, notamment productives, face à la diminution des actifs. Donc, derrière, il doit y avoir des stratégies d'accueil, d'attractivité. La capacité à développer des services à la personne face à des besoins croissants liés au vieillissement, mais avec des difficultés de recrutement que l'on connaît déjà dans les services à la personne et qui forcément seront accrues. Des questions en matière d'équipement, d'espace public. Hein, que fait-on des écoles, des collèges, des lycées? Faut-il construire plus d'EHPAD, des équipements de santé, etc. Des questions en matière de logement. Comment on répond aux besoins en logement adapté pour les seniors les plus âgés? Des logements qui doivent être confortables, proches des services, des maisons médicales, etc. Comment on répond à ce besoin massif? Et puis, Madame Koharek l'a évoqué, à partir de 2030, on a un niveau de mortalité qui augmente beaucoup du fait du vieillissement de la génération du baby-boom et de l'atteinte aux plus grands âges, à l'âge de mortalité des premières générations de cette génération du baby-boom. Et donc, ces personnes qui sont souvent propriétaires de maisons vont libérer leur logement, donc il y a des conséquences à anticiper. On a présenté ces éléments dans un ouvrage qu'on a fait paraître à l'agence L'Ouest Breton en transition, que vous pouvez trouver sur notre site. Et puis, quelle prise en compte dans la démarche LNO-BPL vue de l'Ouest breton? Il y a une très faible croissance attendue du nombre d'habitants. Donc, ce n'est pas la croissance du nombre qui est une question vue de notre part. Seuls les seniors seront plus nombreux et la croissance, cette répartition est très inégale de la croissance. C'est sous réserve d'inconnus, Covid, etc. Mais comme on l'a dit, on est en matière de projection. Donc, vu de notre fenêtre, ce sont les changements sociologiques, de mode de vie ou énergétiques qui vont être beaucoup plus impactants sur le développement de l'accessibilité de la desserte ferrée que la croissance de population qui va être très faible. Quelle évolution de la fréquentation touristique, par exemple? Les modes de vie qui sont en constante évolution. Le vieillissement, avec une part plus importante de personnes âgées, est-ce que c'est la même façon de prendre le train? Il y aura moins de familles à l'avenir, donc voilà, ça impacte des contraintes énergétiques qui vont être plus pesantes. Une répartition de la population qui peut être concentrée à proximité des gares ou dispersée. Voilà, toutes ces questions me semblent plus impactantes pour le développement du réseau ferré que le taux de croissance de population qui, on le voit, vu de l'Ouest breton, en fait, n'est pas la question. Voilà. J'arrête pour que vous puissiez reprendre la main. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cette présentation très riche et puis assez saisissante finalement, hein, sur effectivement l'ampleur que prend le
le vieillissement de la population, notamment dans l'Ouest. C'est vrai que c'est des chiffres et des ordres de grandeur dont on n'a pas forcément conscience à première vue. Donc, c'est effectivement assez saisissant. On a une petite dizaine de minutes de questions. Donc, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit en levant la main. Je regarde rapidement dans le chat ce qu'il y avait comme question. Avec votre intervention. Alors, une question qui vient de tomber, je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Sur les ménages qui arrivent, est-ce qu'on a une idée un peu plus claire de leur pouvoir d'achat ou peut-être plus généralement des catégories socio-professionnelles à laquelle elles appartiennent? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors oui, on peut avoir cette connaissance, mais souvent, on l'a grâce aux chiffres de l'INSEE du recensement. Alors, les chiffres de l'INSEE, le recensement, ont souvent, pour avoir des chiffres détaillés, etc., ou de migration, on regarde quelques années en arrière. Hein. On n'a pas les chiffres de 2021, par exemple. On va trouver les chiffres du recensement de 2018. Voilà, sur les migrations. Donc, on peut savoir ça, mais finalement, par expérience, je mettrais en garde le fait de regarder des phénomènes qui peuvent être conjoncturels de ce qui se passe maintenant, en fait. Là, notre propos, avec Madame Cloarec, est plus de nous projeter dans un avenir un peu de long terme pour prendre conscience des évolutions structurelles. D'accord ? L'évolution structurelle, vieillissement de la population. Voilà. Ça, c'est à prendre en compte, et ralentissement de la croissance démographique à terme. Voilà. Après, d'un territoire à l'autre, d'une commune, plus on descend sur un petit territoire, plus des évolutions peuvent être brutales. Dans une petite commune, il arrive une famille nouvelle, ça fait un gros changement. Voilà. Mais ça ne donne pas une image de la réalité statistique à grande échelle. Donc, en fait, les populations, je pourrais répondre sur les populations qui arrivent maintenant, mais à mon avis, on sort un petit peu du débat et j'ai peur que la réponse prenne beaucoup de temps. Enfin, c'est très diversifié. Voilà. Et si vous faites référence à l'accroissement du prix de l'immobilier, on parle de marché immobilier, on ne parle pas nécessairement de migration résidentielle. Je peux me permettre de compléter un petit point. En fait, ça dépend énormément des territoires, hein, ces questions d'arrivée de population. Il y a le littoral qui est concerné par des arrivées notamment de populations plus âgées. Donc, on pourra avoir des arrivées de seniors, mais les seniors, ils ne vont pas s'installer dans les zones rurales. Hein. Ils vont s'installer sur le littoral. Et là, c'est plutôt des seniors plus aisés. Après, les arrivées de population dans les agglomérations, c'est des jeunes. Enfin bon, ça reste les mêmes tendances que dans le passé. C'est que, donc, enfin, en tout cas, il y a des réflexions qui sont assez différentes sur les zones littorales, notamment sur ce qu'a dit Monsieur le maire sur les accueils de populations âgées, parce qu'il y a des territoires où ça va vraiment devenir encore plus problématique que même la tendance générale. Et il y a des territoires où ça va être un peu moins le cas, quoi. Et donc, sur cette question de rémunération, enfin, en tout cas de niveau de vie, les populations âgées du littoral sont aussi souvent celles qui ont les niveaux de vie les plus élevés. Oui, et puis je voulais préciser quelque chose par rapport à ma présentation, parce que des fois, elle est mal comprise et c'est vraiment je pense que ça doit être ma faute. Quand j'explique que finalement, dans cette croissance de population, on ne retrouve par classe d'âge que des seniors. En fait, ce ne sont pas des seniors qui migrent, d'accord ? Ce sont des personnes qui habitent sur le territoire et qui changent de classe d'âge quand on les regarde 10 ans après. Hein, des personnes de 55 ans, 10 ans après, elles ont 65 ans. Donc, donc, les seniors les plus âgés, qui sont les plus de 75 ans, qu'on voit sur les projections qui sont les seuls en croissance, ne sont pas des plus de 75 ans qui arrivent d'ailleurs. D'accord ? Ce sont les 60 ans du territoire d'aujourd'hui qui vont devenir des plus de 75 ans dans 20 ans, dans 15 ans, 20 ans. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça. Et
et on perd des jeunes, on perd des classes d'âge jeunes, mais il y a quand même des jeunes qui arrivent sur le territoire. Sauf qu'il y en a plus qui passent dans la classe supérieure à chaque fois. En fait, les arrivées sur le territoire, et même, alors c'est un peu moins vrai pour la région rennaise comme la région nantaise, qui sont des régions, les régions urbaines extrêmement dynamiques et avec un taux de migration important et qui joue dans le temps. Comme il a été important avant, du coup, la population est plus jeune, etc. Donc, ce sont des régions urbaines qui gardent un sol naturel positif et puis qui continuent à avoir des migrations positives pour les classes d'âge jeunes. Mais voilà, en fait, à part celle-ci, partout, il y a encore des jeunes qui arrivent, mais simplement, il n'y en a pas suffisamment pour que ça compense le fait que des jeunes passent dans une classe d'âge, ceux du territoire passent dans une classe d'âge plus âgée. Voilà. Donc, ce ne sont pas une arrivée massive. Il y a des jeunes retraités qui arrivent dans nos territoires de l'Ouest breton, du Grand Ouest, mais ce n'est pas ces jeunes retraités qui sont le plus nombreux en volume, on voit dans la croissance, c'est plutôt les seniors les plus âgés, eux, ils ne viennent pas d'ailleurs. C'est beaucoup des phénomènes qui sont liés à la population en place. N'hésitez pas à lever la main avec l'outil Zoom si vous avez d'autres questions ou s'il y a besoin de compléments d'informations sur les présentations qui vous ont été faites. Excusez-moi, j'avais perdu effectivement le contrôle de mon micro. Merci Marie, effectivement, pour cette relance. Je vois qu'il y a des questions dans le chat là, sur le point des logements. Effectivement, ça, c'est une problématique en lien avec le vieillissement. C'est qu'on a un phénomène qu'on appelle la décohabitation, c'est qu'on a une augmentation plus forte du nombre de logements que du nombre de personnes parce que la taille des ménages diminue. Alors, notamment lié au vieillissement parce que des personnes qui, avant, étaient en famille, se retrouvent en couple et puis après se retrouvent toutes seules et ne déménagent pas obligatoirement, pour des raisons économiques et puis des raisons d'habitude. Il y a aussi les séparations qui créent, voilà, ça double quelque part la surface à occuper. Donc, la question de savoir comment finalement accueillir les populations plus âgées dans des logements qui seraient plus petits pour libérer finalement des logements plus grands pour des actifs, ça fait, je pense que monsieur le maire ne me contredira pas, ça fait partie des grandes questions voilà, des collectivités publiques. Mais bon, voilà, c'est malheureusement, c'est comment créer les incitations. Donc, ces questions sur les logements sont assez compliquées parce qu'on voit bien qu'on ne va pas pouvoir entrer dans un cycle où on crée autant de logements que l'augmentation de la population et on se retrouve avec des logements très, très grands qui sont finalement sous-occupés. Et donc ça, c'est un des effets effectivement du vieillissement, c'est cette sous-occupation d'une partie des logements. Tout à fait. Je n'ai pas insisté sur les logements puisque nous sommes dans un séminaire qui est centré quand même sur SNCF Réseau et LNO-BPL, donc plus sur le transport ferré. Mais pour les politiques publiques locales, c'est évidemment extrêmement impactant puisque les besoins de logements adaptés à la population qui commence à perdre en mobilité, etc., vont être énormes. La population des 85 ans et plus va doubler. Voilà. Donc des besoins énormes, des logements qui sont souvent pour une personne. Effectivement, cette croissance de population qu'on a vue en Bretagne, dans l'Ouest, qui reste importante, elle est beaucoup plus. La croissance du nombre de ménages, c'est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'il y a moins de personnes dans chaque ménage. Là, dans le Finistère, pour 100 logements, il y en a 73 qui sont habités par une ou deux personnes. D'accord ? Et il y a
il y a 80% de maisons en gros, hein, puisqu'on est dans un secteur, beaucoup de communes, il n'y a pas de grands pôles, donc, ou même s'il y avait que 70% de maisons, donc vous prenez un lotissement de 100 maisons, il y en a 73 qui sont habitées par une ou deux personnes. D'accord ? C'est plus, il y a plus 100 maisons habitées par des familles. Voilà. Donc, effectivement, un besoin en logement très important, d'autant plus que les premiers baby-boomers les plus âgés ont aujourd'hui 75 ans. Donc, pour la plupart, ils sont là, ils sont dans leur logement, ils n'ont pas déménagé, ils habitent toujours leur maison. Et donc, voilà, les territoires doivent loger 4 générations maintenant. Hein, voilà. C'est un peu nouveau, c'est grâce à l'augmentation de l'espérance de vie. Et donc, pour les quelques années qui viennent, la tension sur le logement, elle sera importante. Après, on peut imaginer qu'à partir de 2030, elle commence à se résorber en partie. Mais j'arrête sur le logement, je pourrais en parler des heures et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Merci pour ces précisions quand même, qui sont quand même riches d'enseignements. Je vois aussi que le flux de questions sur le chat, c'est un petit peu tari et je parle aussi avec ma casquette de gardien du temps. Donc, si on veut, là encore une fois, rester sur le timing prévu, eh bien, je propose de donner la parole à Monsieur Boisdin, donc du département de Loire-Atlantique, pour eh bien, nous présenter un peu en écho à ce que vient de faire Monsieur le maire sur le Finistère. Voilà, comment sont vues et anticipées ces perspectives d'évolution de population dans un autre département, celui de la Loire-Atlantique. Monsieur Boisdin, je diffuse votre Oui, ça marche. votre... Bonjour. Hop. Et voilà, bah, écoutez, pareil, bon. Vous avez 25 minutes, quoi. Oui, merci. Effectivement, ça va être très en lien avec ce qui a déjà pu être dit, mais ça va être surtout contextualisé et au regard des défis, enfin de ces défis et comment ils se traduisent pour une collectivité territoriale, en l'occurrence pour la collectivité du département de Loire-Atlantique. Donc, je suis effectivement directeur prospective au département de Loire-Atlantique et là, l'idée, donc, du coup, c'est d'incarner ces différents éléments. Alors, sans grande originalité par rapport aux deux interventions précédentes, d'abord, effectivement, contextualiser le regard de la croissance démographique sur le territoire. Donc là, c'est le premier... Alors, je ne sais pas si vous arrivez à faire défiler. Oui, voilà, super. Donc, du coup, on a un contexte effectivement démographique, mais qui rejoint les cartes que Nathalie présentait tout à l'heure. On va dire on prend une focale différente et on zoome davantage avec des modèles de projection qui, ici, des fois, ils peuvent différer dans les hypothèses. Et là aussi, je rejoins ce que Nathalie Cloarec disait tout à l'heure. On n'a pas de boule de cristal, on n'a pas de... Notre objectif n'est pas de faire des prédictions, mais bien des projections. Donc, effectivement, on tire des tendances et on voit ce que ça donne. Et on voit effectivement qu'on reste un territoire dynamique qui gagne énormément de population, mais avec effectivement donc, les zones de baisse de population, les zones bleues, qui, au fur et à mesure des périodes, donc entre la période passée 2013-2018, la période en cours et la période à venir, se diffusent et donc effectivement sont plutôt à concerner la partie nord du département et une partie effectivement côté Cap-Atlantique, une partie du littoral le plus à l'ouest du territoire. Population dans des territoires dans lesquels on a effectivement un vieillissement important. Donc dans ces dynamiques de territoire, on voit bien effectivement des tendances assez, globalement en tout cas très dynamiques et avec une croissance de population qui là aussi est boostée. Mais Nathalie Cloarec le disait aussi tout à l'heure, on a un côté différenciant Loire-Atlantique, on ne retrouve pas forcément les mêmes tendances, on garde un dynamisme plus important que d'autres départements de la région, notamment les départements plus à l'est de la région. Comment ça se traduit? Alors, je vais balayer les différents enjeux qui se posent à nous parce qu'en fait, tout est lié aussi à la démographie et ça répondra aussi à ce que disait Éric Lemaire tout à l'heure et d'essayer de voir côté d'une collectivité comment ça se traduit en termes d'enjeux et tout ça est forcément lié aux enjeux d'aménagement et d'aménagement ferroviaire du territoire. Prendre soin des seniors, forcément, le conseil départemental est très impliqué sur la question des seniors, on venait d'en parler.
mais forcément, cette évolution de la population des 60 ans et plus connaît une augmentation plus importante sur certains territoires. Et donc là, on regarde la carte de tout à l'heure, on voit aussi que forcément, il y a un impact sur les agglomérations, sur les territoires littoraux, mais pas que. Et là où on voyait qu'on avait un dynamisme de démographie important, on a aussi une évolution de la population des plus de 60 ans d'ici 2033 qui est la plus conséquente. Et on voit effectivement une pyramide des âges qui est projetée sur le graphique, où on voit bien que cette pyramide des âges, elle va être très différente selon les territoires. Au niveau départemental, elle prend effectivement l'aspect de plus en plus d'une cloche, donc avec une natalité qui est de plus en plus, enfin une natalité en tout cas qui reste assez soutenue. Bien entendu, quand on va raisonner à l'échelle de certains EPCI du territoire, on va plutôt être sous une forme de champignon, et donc on va avoir des différences aussi assez importantes selon les territoires. Malgré tout, concerné effectivement, et de voir le différentiel au niveau départemental, une projection entre 2018 et 2033 de plus de 1120 jeunes de moins de 20 ans, corrélé, rapporté sur la même période à plus 6670 personnes de plus de 60 ans et plus. Donc là, on voit aussi l'impact du vieillissement, quand bien même on garde un dynamisme et une attraction des populations moins âgées. Alors, quand on l'évoquait, on commençait à l'aborder tout à l'heure, quand on voit, on essaie de cartographier la question de leur isolement, donc c'est-à-dire la part des 75 ans et plus qui sont concernés par une problématique d'isolement. Alors, on parle isolement au sens d'habitation, pas forcément d'isolement social, relationnel, familial, hein. C'est bien effectivement le mode de vie. On voit effectivement, plus on est dans du bleu et dans du bleu foncé, plus la part des 75 ans, des plus de 75 ans, des 75 ans et plus, pardon, qui est isolée et qui vivent seuls est importante. Donc rapporté là aussi à ces évolutions. Donc on voit effectivement une tendance assez importante sur le nord du département et aussi en partie sur la façade littorale, mais ça concerne là encore bien entendu le pôle métropolitain qui est concerné aussi par cette problématique au regard de sa population. Si je pars sur un autre enjeu, un enjeu là aussi d'une politique départementale, mais qui est aussi très fortement connecté à la question des liaisons et de la manière dont on maille notre territoire, on sait qu'on accueille davantage de collégiens. Alors là, vous avez la carte représentée des constructions et reconstructions de collèges. Alors des reconstructions, pas au sens de reconstruction pour uniquement améliorer le bâti, mais pour agrandir, puisque effectivement, dans l'idée, on fait face à des arrivées supplémentaires de collèges et donc des rebasages de certains collèges en termes de capacité d'accueil. La carte présente effectivement les constructions achevées en cours ou qui sont inscrites et qui sont d'ores et déjà prévues et validées. Donc là aussi, on voit l'effet de l'étalement urbain. Vous voyez effectivement bien les zones qui apparaissent dans ces constructions. On voit effectivement quelque chose qui reste assez dynamique, même si on constate dans nos projections scolaires qui tiennent compte là des facteurs démographiques, mais pas que. On voit effectivement potentiellement une amorce de fléchissement à horizon 2032, mais qui est là aussi lié à des évolutions très très fortes, puisqu'on sait que cette population va continuer à croître sur la métropole dans nos projections. Par contre, elle va diminuer de manière assez conséquente, notamment sur le nord du département. Donc, on a un enjeu là aussi de sectorisation et d'accueil de cette population en termes de cohésion du territoire. Et c'est un enjeu qui n'est pas neutre pour garder un équilibre entre urbain et rural. Si je pars sur une autre dimension, on a des outils qui nous permettent, et c'est important, ça a été évoqué tout à l'heure, la question du réchauffement climatique, de la question des impacts de tout ce qu'effectivement de toutes nos politiques sur l'aménagement du territoire. On constate une progression importante de l'artificialisation des sols sur notre territoire. Alors effectivement, on a depuis 1950 une population qui a doublé sur le territoire départemental, et en parallèle une artificialisation qui a été multipliée, elle, par 3,4. Donc on voit une artificialisation qui était beaucoup plus importante. C'est la partie rouge des cartes. On voit effectivement que le faisceau s'est largement élargi et pas que sur la métropole nantaise. Et on voit aussi que, sans surprise, cette artificialisation s'est faite au détriment des territoires agricoles. C'est la partie, sur les camemberts, c'est la partie jaune. On est passé de 80% de territoires agricoles en 1949 à 67%. C'est un pourcentage qui reste important, mais qui montre bien la progression des territoires artificialisés
qui sont, eux, représentés en vert et qui, effectivement, passent de 4 à 14% sur la même période. Sur donc cette concrétisation, donc là, vous avez effectivement un zoom particulier. On est un territoire effectivement riche en eau, en milieu humide, ce qui fait qu'on a une représentation importante. A contrario, 12% de forêt milieu semi-naturel, on est sur un territoire où cette proportion est plus faible qu'ailleurs. On n'est pas un territoire de forêt en Loire-Atlantique, mais on voit effectivement une progression voilà, assez nette de l'artificialisation, comme je l'indiquais tout à l'heure, malgré, et c'est l'enjeu aussi de la diapositive d'après, une structure d'habitat, un historique d'habitat qui, lui, est très diffus, qui nous singularise par rapport à d'autres territoires. On n'est pas un cas unique, bien entendu, en France métropolitaine, mais c'est important de le rappeler. On avait fait, au moment du premier confinement de mars 2020, une étude pour voir effectivement à quelle distance la fameuse zone des 1 km se situait la différente population. On se rendrait compte qu'en dehors de la forêt du Gavre, qui se situe effectivement au nord, au milieu, donc effectivement, merci pour la souris, en dehors de cette zone de la forêt du Gavre, on avait effectivement personne qui se situait à plus d'1 kilomètre d'une autre habitation, d'une autre zone représentée. Donc on voit bien qu'on a cet historique d'habitat très diffus, avec de l'habitat pavillonnaire, donc un peu présent un peu partout, c'est les taches rosâtres, des hameaux ruraux très importants, c'est les petites taches vertes, et on voit qu'effectivement, plus on se rapproche des grands pôles urbains, plus on va avoir de l'habitat mixte, alors individuel et collectif. Donc là, on va toucher à des enjeux liés alors à l'habitat collectif. Dans l'habitat mixte, c'est moins de 4 étages, et de l'habitat, bien entendu, collectif, qui est orangé, avec une prégnance des centres-bourgs et qui est un enjeu important dans nos politiques d'aménagement du territoire. Je vais assez vite sur ces enjeux. L'idée, c'est de faire vraiment un panel. Je pourrais, là encore, comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure, on pourrait parler de ces enjeux pendant des heures. Là, l'idée, c'est vraiment de faire un panorama de l'évolution de territoire et des enjeux. Donc, sur cette dimension, on a aussi pu mesurer sur 2016-2020, la dernière période pour laquelle on a un millésime d'occupation et d'artificialisation des sols, l'évolution de la consommation des espaces en 4 ans. Et donc là, vous avez effectivement à la fois les points qui sont les plus conséquents, c'est là où on a artificialisé et où l'artificialisation a progressé le plus, et également l'affectation, de savoir si effectivement on est dans du violet, c'est-à-dire des activités, des équipements, ou plutôt dans des zones liées à l'habitat, donc c'est les zones rouges. Donc, on voit bien que l'habitat n'est pas, contrairement des fois à ce qu'on peut penser, le facteur principal d'artificialisation, puisqu'il arrive à 29% en 3e position dans cette progression de l'artificialisation. C'est d'abord et avant tout lié à l'activité, aux équipements. Les autres espaces artificialisés sont des friches urbaines, des chantiers, donc des espaces qui n'ont pas encore une vocation définie et qui vont potentiellement glisser vers de l'habitat ou des services publics et des équipements dans la zone violette. Si j'avance là aussi dans la présentation, forcément, mais ça a été évoqué aussi, un enjeu de plus en plus prégnant de l'accès au logement. La première carte montre la question de l'évolution du prix moyen. Alors, c'était les prix stabilisants en 2019. En dehors du fait que les tranches de prix et que les prix ont continué à augmenter, les colorations n'ont pas foncièrement évolué. C'est plus le niveau de prix qui a continué à progresser, puisqu'on est sur un prix moyen au mètre carré qui n'a cessé d'évoluer, qui reste très dynamique et très soutenu sur le territoire. On voit bien effectivement l'effet élargi autour de la métropole de Nantes, mais aussi l'effet littoral sur ce prix moyen, avec un délai moyen d'attribution d'un logement social. C'est la carte où il y a les couleurs violettes et roses, où on a effectivement, donc plus c'est foncé, plus le délai est important. Et on est plutôt sur des délais en augmentation qui montrent qu'effectivement, on a un enjeu d'intégration concernant le logement, effectivement, d'intégration des populations, notamment les plus fragiles, et un taux de logement vacant qui est quand même en progression de 7% en 5 ans. Et là encore, plus c'est bleu foncé, plus la zone est concernée par une part importante de logements vacants. Et donc, du coup, ça spatialise aussi la question de ces logements vacants. Si on regarde, là encore, c'est en lien avec nos partenaires, et puis on travaille beaucoup avec l'Agence d'urbanisme de Nantes, on peut collecter aussi des données
et travailler, partager ces données, notamment sur la question des recherches immobilières et de savoir effectivement quelles communes ont été les plus recherchées. Donc là, c'était à horizon début 2020. On voit effectivement en rose les communes qui sont les plus recherchées dans les recherches immobilières de la population et en bleu celles qui sont le moins recherchées. Ce qui est quand même intéressant, c'est que malgré tout, la dynamique reste importante puisque les communes les plus recherchées voyaient une progression de plus 19% des recherches, mais celles qui étaient les moins recherchées, c'était plus 56%, ce qui signifie qu'elles sont moins recherchées, mais il y a quand même une progression très importante des recherches sur ces zones. Donc, ce qui montre là aussi que le prix du logement fait que les recherches s'éloignent de plus en plus et qu'il y a des tendances à l'étalement de plus en plus importantes sur notre territoire. On a aussi une carte, alors là c'est intéressant de la montrer, ça rejoint aussi des enjeux touristiques, enfin, forcément ça a un impact aussi en lien avec le logement. C'est la cartographie des locations Airbnb, leur représentation sur notre territoire. Là encore, on voit et on conforte les tendances qu'on évoquait, à savoir qu'effectivement les points verts où ces logements sont répertoriés sur Airbnb sont concentrés essentiellement sur le littoral et sur Nantes Métropole. Si je glisse sur la question de la cohésion sociale, je l'évoquais à travers le logement, on a un vrai enjeu de maintien d'une cohésion sociale, puisqu'effectivement, avec ces difficultés d'accès au logement, on a un territoire qui est globalement rapporté. Alors là, c'est un travail, et Nathalie le connaît bien, puisqu'on l'a travaillé ensemble avec l'INSEE, ça a vraiment été un travail de cartographie des territoires les plus fragiles, en proportionnant la question de la fragilité faible à la fragilité forte. On voit qu'on est globalement sur un territoire peu fragile rapporté à d'autres territoires métropolitains, mais avec des zones rouges, plutôt concentrées dans les quartiers et pas uniquement, on le voit avec 2 zones qui sont du côté de Châteaubriand, pas uniquement sur Nantes et Saint-Nazaire, et donc effectivement des zones dans lesquelles il y a un cumul de fragilités, des fragilités assez fortes, pour lesquelles effectivement on doit avoir un regard plus spécifique au niveau des politiques publiques. À côté de ça, quand on rapporte sur la carte où il y a effectivement les teintes rose à violet, la médiane du niveau de vie en euros par an, on voit qu'effectivement, on a là encore un effet de concentration sur le littoral et Nantes Métropole et les intercommunalités autour de Nantes Métropole. Donc, phénomène qu'on retrouve finalement au gré de différentes cartes. On a aussi essayé de regarder, et ce n'est pas inintéressant au regard de ce qu'on se disait, au regard de notre sujet, la question de l'inclusion numérique. On a essayé de cartographier aussi la question de la fragilité numérique sur notre territoire, en regardant alors à l'échelle de nos interventions, de nos territoires d'intervention sociale, quelles étaient les zones dans lesquelles on avait des fragilités importantes. Alors, on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les fragilités sociales, des zones effectivement centrées sur Nantes Métropole et sur Saint-Nazaire, mais aussi sur le nord du département et sur Châteaubriand. Donc, on a cumulé un certain nombre d'indicateurs liés effectivement à la population, par exemple, de collégiens boursiers, corrélés aux personnes âgées, à la part de personnes âgées, et aussi à des indicateurs d'exclusion numérique pour consolider ces indicateurs d'inclusion numérique et voir là où effectivement on devait avoir une attention particulière à ce regard, puisqu'on sait qu'effectivement, on peut très vite avoir des populations qui décrochent et qui décrochent notamment au regard de cet enjeu du numérique. Dernier point sur lequel on ne peut pas ne pas en parler, j'en ai parlé tout à l'heure un peu sur l'artificialisation, et forcément, ça a une importance aussi sur la question des transports et des liaisons routières et ferroviaires, la question de l'adaptation au changement climatique. On constate une augmentation de plus en plus significative des inondations et des communes concernées par les inondations. La cartographie avec les zones en bleu foncé représente les communes qui ont été touchées le plus par des inondations. On voit que finalement, ça touche un peu l'ensemble du territoire et pas que les communes soit urbaines, soit rurales. On a quand même une accélération de ces arrêtés de catastrophes naturelles pris pour des raisons d'inondation ces dernières années, une progression. Le spectre en dessous montre aussi l'évolution de la température annuelle moyenne sur une station, la station de Nantes-Bougnay, et on voit qu'effectivement, on passe effectivement vers du rouge qui est de plus en plus écarlate. Donc là aussi, une contextualisation de cette question du réchauffement climatique, et à côté, la question de la représentation de ces aléas d'occurrence effectivement et de risque d'inondation, puisqu'on est sur un territoire d'eau, donc forcément très impacté par ces enjeux. Ça se traduit forcément par la question de nos vulnérabilités, et je voulais aussi le représenter, en terminer par là, sur ces enjeux d'évolution, notamment environnementaux.
c'est qu'on a aussi essayé d'analyser notre propre réseau départemental, notre réseau routier départemental, et on a essayé d'analyser ses vulnérabilités. Et en fait, on a quand même 22% du réseau départemental qui est soumis à un aléa inondation important ou moyen, donc avec une forte vulnérabilité ou une vulnérabilité moyenne. Et donc, effectivement, avec une adaptation indispensable aussi sur ces liaisons, de la manière dont on intervient, dans la manière dont on les sécurise. Et donc, forcément, ça fait écho, puisque l'ensemble des liaisons sont connectées, ça fait forcément écho à notre sujet. Voilà, c'était un panorama et je faisais à la fin un petit rappel sur le fait que ces outils se retrouvent aussi sur notre site, puisqu'on a développé un site qui vous permet de retrouver l'ensemble des données de ces éléments de manière plus détaillée, plus précise que je n'ai pu le faire là, dans l'idée effectivement de vous fournir ce panneau global à l'échelle du territoire. Parfait. Merci beaucoup pour effectivement ce panorama assez large effectivement des enjeux que soulève effectivement la progression de la population, et notamment pour une institution comme le département, et donc à travers effectivement les compétences qui sont les vôtres. Je vais arrêter le partage, et puis on a effectivement là encore une petite dizaine de minutes d'échange, et donc il est possible pour chacun de vous de poser des questions. J'ai vu dans le chat, par rapport à votre intervention, il y a une question, peut-être une demande de précision qui portait, je crois, sur la carte qui représentait le niveau l'intensité des demandes relatives aux annonces immobilières. Est-ce que vous avez des précisions sur là aussi le profil des gens qui formulent ces demandes? Alors, c'est une carte que j'ai mise qui est en l'occurrence issue d'un travail et d'un observatoire mis en place avec l'agence d'urbanisme de Nantes avec Laurent, qui est tout récent. Donc, du coup, ça me semblait important de les mettre. C'est des choses qu'on va creuser dans les mois à venir, à savoir effectivement quel type de recherche, quel type de… est-ce que c'est plutôt du T2, du T5 quel est c'est des partenariats en fait qui sont, pour tout vous dire, installés avec Ouest France Immobilier, et qu'on densifie avec d'autres partenariats, Chambre des notaires, etc., pour essayer d'avoir une analyse la plus exhaustive possible. Mais en tout cas, c'est dans l'idée de partager les données, d'avoir les données des opérateurs immobiliers pour avoir aussi cette question d'analyse de la structure concrète des demandes. Donc là, c'est plutôt les territoires. Là, en l'occurrence, c'était une représentation des territoires recherchés, mais à l'avenir, on pourra effectivement avoir d'autres éléments sur le profil des ménages, les recherches et quel type de recherche. Merci pour ces précisions. Alors, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à demander la parole pour éventuellement demander des éclairages complémentaires sur ce qui vient d'être présenté. Alors, je vois que dans le chat, il y a une des questions qui a été posée sur s'il y a des liens qui ont été faits entre localisation des logements sociaux et infrastructures de transport. Je ne sais pas si ça fait partie des choses qui ont été étudiées, si vous pouviez y répondre. On n'a pas forcément fait ce croisement à ce stade. Après, c'est des choses qu'on pourrait explorer. On a énormément de demandes sur l'ensemble des politiques départementales, donc on ne l'a pas spécifiquement croisé. Après, voilà, c'est des indicateurs qui seraient effectivement intéressants à pouvoir croiser. Oui, une demande de prise de parole, là. Oui. Vous entendez? On vous entend, oui. Moi, j'entends très mal. Bon, je vais la formuler. C'est une question aux trois invités exposants. Je veux dire, oui, alors que la presse, les élus de l'Ouest évoquent régulièrement que l'Ouest… Oui, Monsieur Boisdin? Allô? Non, on vous entend, on vous entend. Oui, et que les élus de l'Ouest évoquent régulièrement que l'Ouest, Nantes, Rennes sont devenus pour bien des cadres employés attractifs.
en termes d'installation de population entreprise. Le point A, ne faut-il pas s'interroger si cette attractivité ne serait pas en fait une conséquence, une suite à la tournure répulsive que prennent depuis plusieurs décennies d'autres régions, dont l'Île-de-France, en termes, par exemple, de sécurité des biens et des personnes, de pollution, de bruit et de qualité de vie. En fait, on récolte, si vous voulez, le côté répulsif, et il y a bien des cas où on vient vers, parce que chez nous, c'est devenu, au point de vue transport et tout ça, pas très habitable, pas très souhaitable. Et à Nantes, je peux vous dire qu'on va faire la même chose. On est en train de faire la même chose. C'est-à-dire qu'on ne tire pas l'enseignement des ratés des grosses agglomérations et on finit par créer des banlieues où il est très difficile de vivre, où ce n'est pas très agréable, où vous avez une dégradation. Et je crois que ça, c'est un débat à développer et à écouter. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. Et autrement, j'ai un... Attendez, on va prendre cette question déjà, et puis effectivement qui pose, alors je ne sais pas si les intervenants qui sont là pourront directement y répondre, parce que c'est une question un peu plus effectivement générale qui porte sur l'attractivité, mais en tout cas, effectivement, ça apparaît à l'écran, effectivement, la question de la métropolisation. Je ne sais pas, Monsieur Boisdin. Alors, après, juste peut-être, et puis, bon, de toute façon, c'est des choses qu'on a déjà partagées, notamment avec Nathalie, donc je pense qu'on dira la même chose, mais moi, juste pour pondérer, je ne reviens pas effectivement sur le constat, ce que vous indiquez. Par contre, sur l'arrivée des populations, on va dire, dites franciliennes et le côté répulsion de certaines régions, nous, en l'occurrence, sur le profil des nouveaux arrivants qui arrivent en Loire-Atlantique, c'est pas prioritairement, c'est pas la première catégorie, c'est pas des habitants d'Île-de-France et de Paris qui s'installent. C'est d'abord effectivement des migrations régionales et des personnes qui effectivement habitaient dans d'autres départements de la région ou effectivement en Bretagne qui s'installent sur le territoire de Loire-Atlantique. Donc c'est important de le redire. Dans nos dernières analyses, par exemple, des nouveaux habitants, le département de Paris intramuros, c'est 6% dans les nouveaux habitants. Donc on en parle beaucoup, c'est très relayé effectivement par la presse, mais c'est pas, c'est moins massif que la médiatisation pourrait le laisser sous-entendre. Donc, ça me semblait important juste de le rappeler, de recontextualiser aussi le fait qu'il n'y a pas que des Parisiens et que des Franciliens qui s'installent en Loire-Atlantique dans ces flux de nouveaux habitants. Disons que pour ma part, pour avoir de l'âge, malheureusement, je peux vous dire qu'une mutation dans la région parisienne, c'était attractif autrefois et ça ne l'est plus du tout. Et donc, il y a eu un échec sur ces grosses capitales. Et je pense que Nantes Métropole, et de même que Rennes, doit savoir, je plaide pour des métropoles et des villes à taille humaine. Et c'est dans ce sens-là que je tire la sonnette d'alarme. Je ne la tire pas pour 2050, je la tire tout de suite. C'est maintenant qu'on doit avoir conscience de ce problème-là. Et on a fait un échec. Monsieur Fourage, on va passer à d'autres questions parce que je vois qu'il y a d'autres choses qui... Je peux apporter juste un petit complément de réponse à ce sujet. Statistiquement, on a quand même une attractivité de l'Île-de-France qui reste. Donc, du coup, il y a quand même une croissance assez forte de la population en Île-de-France et l'aire d'attraction de la ville et des agglomérations d'Île-de-France reste quand même assez forte, notamment pour les jeunes actifs. On voit qu'il y a quand même énormément d'universités en Île-de-France et que ça attire beaucoup de jeunes. Donc, du coup, il ne faut pas non plus surestimer cet effet répulsif. Et après, sur la partie augmentation des violences, on commence à avoir des statistiques qui sont disponibles dans l'outil statistique local qui nous viennent du ministère de l'Intérieur, justement sur les coups et blessures volontaires. Donc, elles sont disponibles en ligne, vous pouvez aller les voir. Et c'est quand même extrêmement relatif, l'évolution, notamment à Nantes, en fait, de ces violences, quoi. Donc, on peut avoir un ressenti dans quelques zones. Après, en termes de chiffres, ce n'est pas des choses que l'on peut constater. Mais en tout cas, les données sont en ligne si vous voulez aller les voir. Merci. Ah, je vois que Cédric Levrel lève la main. Cédric, tu as la parole. Oui.
Merci. Donc, j'ai vu pas mal de questions relatives à la SNCF. Naturellement, dans LNO-BPL, nous nous projetons à long terme et on a beaucoup de questions qui nous ont été posées lors des phases de concertation sur le demain de ces territoires. On n'est pas SNCF Réseau aussi légitime que les personnes qui sont exprimées aujourd'hui, et je les en remercie, sur les projections. On ne fait pas de la prédiction, ça a été dit. On a devant nous des enjeux de territoires importants, d'attractivité, de changement climatique, et puis aussi de changement des usages, côté SNCF. Et vous l'avez cité, le vieillissement de la population, c'est un défi collectif. C'est forcément frustrant de réduire à une projection 2050 ce que nous faisons sur LNO-BPL. Il y a des sujets déjà sur lesquels on travaille en matière d'actualité au sein de la grande maison SNCF. Mais je le redis ici, on sent qu'il y a un besoin d'expression et de partage de cette connaissance en fait, qui existe dans les territoires, au-delà de tendances un peu globales. Je pense que je ne fais pas la conclusion du tout, mais d'avoir des expressions contrastées entre ce qui se passe dans l'Ouest breton, autour de la métropole nantaise, c'est vraiment des sources de partage, de connexion entre les démarches, parce que ce n'est pas les modèles de trafic qui font une vérité absolue. En fait, nous, on fait plutôt des modèles de trafic pour les enjeux de mobilité, pour le ferroviaire, le routier, l'aérien, mais il y a forcément un prisme de lecture territoriale, et c'est le bien fondé à notre sens de ce webinaire de fournir cette matière naturellement de manière synthétisée pour poser collectivement ces questions. Merci effectivement Cédric. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions au-delà de mon observation générale qui apparaissent sur le chat. Si ce n'est pas le cas, et là encore, effectivement, pour vraiment permettre à tout le monde de finir à midi, je propose qu'on clôture ce séminaire. Alors, avant de nous quitter, on voulait vous demander une dernière petite contribution. Alors, attendez, je partage mon écran. Hop. Voilà. Effectivement, comme j'ai indiqué en début de webinaire, le webinaire d'aujourd'hui, c'est, on l'espère, le premier d'une série d'autres événements qu'on espère pouvoir tenir pendant l'année pour faire vivre cette réflexion un peu prospective sur les territoires qu'on a débuté aujourd'hui avec vous. On ne vous cache pas qu'on a déjà un certain nombre d'idées sur ce qu'on pourrait imaginer comme événement complémentaire à conduire en 2022. Cela dit, on est aussi preneur de vos propositions, de vos suggestions. Et du coup, on aurait souhaité, avant qu'on se quitte, que vous puissiez nous faire part de vos avis, de vos idées sur trois sujets qui sont évoqués sur la diapositive là. Le premier, c'est si on était amené à organiser un ou plusieurs autres webinaires comme celui-là, quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées? Première question. Deuxième question, Cédric l'a un peu esquissé à l'instant, c'est si vous avez connaissance vous-même de réflexions, de démarches, de travaux un peu prospectifs qui sont menés dans le Grand Ouest, que vous les pilotiez ou que vous y participiez, on est preneur également parce que ça peut effectivement nous permettre de tisser des liens, de construire des passerelles avec ces démarches-là et donc de faire avancer finalement la connaissance et la réflexion sur ces domaines. Et puis enfin, troisième question, un peu plus ouverte, un peu plus large, si vous avez d'autres commentaires, d'autres suggestions à nous faire, on est également preneur. Alors, d'un point de vue très pratique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un petit formulaire en ligne dont vous voyez l'adresse ici. On va la mettre dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Donc si ça y est, c'est fait. Donc vous pouvez vous connecter, en cliquant sur le lien. Et donc vous aurez ces trois questions. Et donc on est preneur bien sûr de vos réponses. Qui nous permettront
vous proposer des événements qui, on l'espère, colleront aussi au mieux à vos attentes. Donc on vous remercie par avance de bien vouloir prendre juste quelques minutes peut-être pour y répondre. Je ne sais pas si Cédric, tu voulais conclure. En tout cas, tant que j'ai la parole, j'en profite pour remercier déjà les 3 intervenants qui ont accepté notre sollicitation. Je crois que ça a vraiment permis de poser quand même un certain nombre d'idées et de bases qui sont, je pense, extrêmement intéressantes et qui finalement posent aussi un certain nombre de questions. Donc on voit que le travail ne fait que commencer. On vous remercie aussi, vous, pour votre participation, pour les questions que vous avez pu poser. Je le redis, on est vraiment très content du niveau de participation et de l'affluence. Donc ça, c'est un point vraiment important pour nous. Et puis peut-être, Cédric, pour conclure, quelques mots. Oui, prolonger les remerciements tant aux intervenants qu'aux participants. Peut-être que tu peux justement ne plus partager ton écran, comme ça on verra à tout le monde. On était une centaine aujourd'hui. Voilà, c'est pas la fin de l'histoire. Sur LNOBPL, on se projette dans plusieurs décennies. C'est l'échelle du temps ferroviaire. On a l'humilité d'avoir une résilience par rapport aux variations de contexte, mais on ne peut pas se réveiller en 2050 en disant il aurait fallu faire LNOBPL. Donc, c'est vraiment un exercice. Il y a un peu de pari en fait sur le rôle du ferroviaire dans les prochaines décennies. Je le rappelle et je l'ai dit à pas mal d'entre vous, les lignes sur lesquelles on circule aujourd'hui ont été imaginées au milieu du 19e siècle. On est sur des échelles d'amortissement dans nos bilans à plus de 50 ans. Donc voilà, c'est des échelles qui dépassent nos vies respectives. Mais voilà, l'enjeu, et puis vraiment, je pense que vous l'avez tous perçu aujourd'hui, les défis de demain sont déjà perceptibles aujourd'hui. Et c'est un peu au moins le porter à connaissance collectif qu'on cherche par ces webinaires pour que voilà, les bonnes idées émergent et puis qu'on puisse faire avancer aussi et permettre à tout le monde de prendre le train en 2050. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis donc, à bientôt. Merci, bon appétit. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.